Ne parle pas aux inconnus. Ne parle pas aux inconnus. Je suis sûre qu'on vous l'a répété quand vous étiez petit, et peut-être même si vous avez des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants ici, je suis sûre. Je sais que vous êtes jeunes, mais il paraît que ça peut arriver plus tôt que prévu, ces choses-là. Je suis sûre que vous mettez en garde vos enfants contre les inconnus, et contre l'inconnu en général. Parce que derrière le mot inconnu, on met tout ce qui fait peur, on met le risque. Et on en a parlé tout à l'heure, mais le risque, on le voit vraiment comme un danger. Pour moi, l'audace, c'est d'en faire une opportunité, d'en faire une chance. Quand j'étais petite, j'habitais dans une ZUP, une ZAC, un truc à 3 lettres qui n'est jamais bon signe, une banlieue, mais pas une banlieue qui flambe les 31 décembre, une banlieue dans une petite ville de province. Et pourtant, mes parents, ils avaient peur. Ils disaient que de l'autre côté du jardin, puisqu'on avait une maison quand même rien qu'à nous, avec 200 mètres carrés, que moi j'appelais mes 200 mètres carrés de liberté, c'était mon parc, ils ne voulaient pas que je franchisse le portail, parce que de l'autre côté, c'était mal fréquenté. Alors moi, je passais l'été derrière avec ma sœur, à m'ennuyer beaucoup, et à regarder entre les lattes ce qui se passait dehors. Et là, je voyais les jeunes qui buvaient des bières, ceux qui passaient avec leurs mobylettes crépitantes, les filles qui rigolaient, qui mettaient leur son à fond. Et je me disais que moi, je rêverais d'aller voir ailleurs, je rêverais d'aller voir ces gens-là. Et de l'autre côté de la rue, je voyais une vieille dame qui faisait comme moi, sans se cacher de sa fenêtre. Et je me demandais pourquoi elle ne sortait pas. Elle avait le droit à elle. Et je me demandais, est-ce que quand on est adulte, on peut s'enfermer de son plein gré ? Je réfléchissais beaucoup à ça, puis je réfléchissais à plein d'autres choses, parce que quand on s'ennuie, c'était Marion qui disait ça tout à l'heure, quand on s'ennuie, on a le temps d'avoir des idées. Et moi, je réfléchissais à ce que je ferais plus tard, et je disais que je serais inventeuse d'histoires vraies, ce qui ne plaisait pas beaucoup à mes parents. Moi, derrière cette idée-là, je mettais être chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse, c'est-à-dire inventer des histoires à partir d'expériences vécues, concrètes, en changeant d'outils, en m'autorisant à pas être spécialiste. Ça faisait bien rire mes parents, mes proches, mes profs, tant que c'était pas concret. Et puis quand il a fallu faire des choix de métier et qu'ils ont compris que c'était assez sérieux pour moi, ils ont eu peur. Et la peur, c'est pas mal, c'est humain d'avoir peur, et c'est même nécessaire parfois pour faire preuve de discernement. Mais l'important dans la peur, c'est de savoir ce qu'on en fait. C'est-à-dire jusqu'à quel point on l'écoute, ou jusqu'à quel point on la surmonte. Moi, dès que j'ai été majeure et que je me suis sentie libre et j'ai eu le droit d'aller voir ailleurs, je suis partie dans un ailleurs très lointain, parce que pour moi, pour être dépaysée, il fallait traverser les océans. Et je suis allée faire le tour du monde pendant 14 mois pour rencontrer 81 femmes de mon âge. Comme ça, vous connaissez mon âge. C'est ma date de naissance. Je suis née en 81. Voilà, il n'y aura plus de secret là-dessus. Je suis partie rencontrer des femmes qui avaient 25 ans à l'époque et qui réalisent leurs rêves malgré des contextes pas faciles. Elles sont dans des prisons, des déserts, des bidonvilles. Elles ont a priori pas grand-chose pour elles pour réaliser leurs rêves. Et pourtant, elles sont artistes, leaders politiques, sportives de haut niveau, entrepreneuses sociales. Elles changent les choses. C'est-à-dire qu'elles ne se réfugient pas derrière le contexte. Il y a toujours plein de choses qui nous empêchent d'arriver là où on veut. Mais c'est pareil, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait de ce contexte-là ? Est-ce qu'on se replie en se disant « j'ai pas de bol, je peux rien faire, tout est contre moi » ou est-ce qu'on essaie de jouer pour quand même se frayer un chemin qui est le nôtre ? Je vais vous donner un exemple, par exemple l'exemple d'une de ces femmes qui s'appelle Violetta, que j'ai rencontrée en Bolivie. C'était une jeune adolescente très mal dans sa peau, qui était anorexique, qui avait fait des tentatives de suicide, qui n'aimait pas beaucoup la vie, et qui à 18 ans a appris qu'elle était séropositive. Et ce jour-là, ça a été un électrochoc terrible. Elle s'est dit, moi qui me préparais à mourir, en fait, je veux pas. J'ai envie de vivre. Et cet événement-là a changé sa vie. Elle s'est remise à faire attention à elle, à faire du sport, à manger, à en parler. Ce qui était pour elle quelque chose d'énorme, puisqu'en Bolivie, officiellement, il n'y avait pas de sida. Ça n'existait pas. Le gouvernement faisait un déni total à l'époque. Et elle s'est mise à témoigner dans les médias, partout, à créer une association de défense des malades, pour dire que oui, le sida existait et que c'était pas seulement des gens complètement dépravés qui l'attrapaient, que ça pouvait être des jeunes femmes qui vivaient leur première expérience amoureuse. Et depuis, Violetta, elle voyage partout dans le monde, elle est ambassadrice des Nations Unies pour le droit des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit que ce qui menaçait de lui ôter la vie l'a finalement sauvée. Et c'était le cas de toutes ces femmes, alors pas forcément à des degrés si graves, mais c'est des femmes qui arrivent à transformer leur peur en opportunité, qui se disent « il faut que j'accepte une part de ce qui m'arrive, mais sur quoi j'ai la main, sur quoi j'ai le pouvoir pour quand même me réaliser ». J'en ai rencontré 80, donc je ne vais pas vous parler de chacune d'elles, mais j'en ai fait un livre qui était mon premier bouquin, qui s'appelle « Same, Same, but Different ». Et j'ai fait pas mal de conférences autour de ça, une fois rentrée en France. Et là, je me suis demandé « mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant ?» Après avoir porté le message de toutes ces femmes-là, est-ce que je peux continuer à ne pas vraiment oser réaliser ce que je veux faire depuis toujours ? J'avais peur. Parce que on me disait
qu'il est impossible de vivre de la photo, de l'écriture, de la chanson. Et c'est vrai que matériellement, c'était pas facile, puisque ça fait un certain temps qu'on est ensemble, alors on va dire qu'on peut se dire des choses un peu personnelles, mais pendant 5 ans, je vivais du RSA, j'avais pas un rond, mais j'inventais des solutions. À une échelle globale, c'est ce qui a fait naître les modèles collaboratifs, par exemple. En France, si KissKissBankBank, dont vous aurez un représentant tout à l'heure, si Le Bon Coin, si Airbnb et toutes ces marques de marketing collaboratif sont nées, c'est parce que les gens n'avaient plus les moyens de s'acheter des choses neuves ou de monter leur projet tout seul. Et finalement, quand il y a un contexte difficile, ça nous oblige à être créatifs, à inventer, à imaginer nos propres solutions. Dans ma vie perso, c'est ce que j'ai fait. Du coup, pendant tout ce moment où j'avais besoin de temps et où j'avais pas beaucoup d'argent, je continuais à avoir une vie agréable, parce que pour moi, le plaisir, c'est vraiment un objectif en soi. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait une école de commerce, puisque à un moment, c'est ce que j'ai fait pour rassurer mes parents. Et donc, ils sont aujourd'hui directeurs marketing, traders, ils ont des super postes. Et ils ne comprenaient pas comment je pouvais sortir comme eux, m'habiller comme eux, voyager comme eux. Et je disais, mais je fais pareil, mais différemment. C'est-à-dire que oui, j'ai des fringues peut-être que vous aimez bien, mais je les fabrique moi-même, je les recycle, je vais dans des friperies, je sors pareil que vous, mais je m'achète pas des bouteilles de champagne, je prends une bière, ce qui est peut-être à terme meilleur pour ma santé, je ne sais pas. Je voyage, mais je voyage pas pareil, je voyage en soulevant mon appart et je fais du stop. Alors le stop, c'est un truc dont il faut absolument que je vous parle aussi, parce que ça a été une des grandes confrontations à la peur des autres, que du coup j'ai un peu intégré, parce que c'est ce qui se passe quand les autres souvent transportent leur peur sur toi. J'ai eu l'idée de partir avec une amie en stop, traverser l'Europe, parce qu'après avoir fait le tour du monde, je me suis rendu compte que je connaissais rien à l'Europe, que j'étais incapable de citer la capitale du Monténégro, alors que c'était nos voisins, parce que pour moi, c'était pas assez exotique. Et du coup, avec une amie, on a monté un projet qui s'appelle les Petites Poussettes. Les Petites Poussettes parce qu'on fait du pouce, et parce que, comme le petit pousset, on sème dans chaque voiture qui nous prend un petit galet, comme le symbole de la pierre à l'édifice de notre destination que pose chaque personne qui s'arrête. Et quand j'ai parlé de ce projet-là, on m'a dit « mais vous êtes malades, vous êtes des filles, vous allez dans les Balkans, vous êtes en jupe ». Ça, c'était très important pour nous de ne pas se déguiser en voyageuse. Vous avez des super marques ici, mais on n'était pas déguisés en quechua pour faire du stop. Parce que, même si j'adore par ailleurs, hein, je veux pas... mais on tenait vraiment à être comme on est dans la vie de tous les jours, parce qu'il fait 50 dans les Balkans et que c'était important. Et ça, on nous a dit « mais vous êtes malades, vous allez vous faire tuer, violer ou voler dans le meilleur des cas ». Donc on a réfléchi un petit peu, on s'est dit est-ce que les gens ont raison, est-ce que c'est vraiment inconscient de faire ça? Et puis je me suis demandé ce que j'allais faire de cette peur. Si je l'écoute, elle gagne. C'est-à-dire si je reste chez moi par peur de rencontrer un agresseur, l'agresseur il a déjà gagné en n'intentant même pas le premier geste. J'ai repensé au portail de mon enfance et je me suis dit c'est impossible de me réenfermer moi-même dans une case. Et du coup on est parti pendant 3 ans, on a fait Paris-Istanbul, Berlin-Odessa et Athènes-Helsinki la 3e année. C'était 28 jours à chaque fois, un cycle de femmes, en clin d'œil à tous ces gens qui nous disaient que parce qu'on était des femmes, on ne pouvait pas le faire. Et finalement, ça nous a non seulement pas fermé de porte, mais permis de grandes rencontres. Parce que quand tu es une femme, tu fais pas peur. Donc tout le monde s'arrête. On rencontrait des gens qu'on croiserait jamais autrement, des vieux, des jeunes, des businessmen, des agriculteurs, des familles, qui s'arrêtaient tous pour des motifs différents, mais ce qui nous permettait, nous, de vraiment rencontrer l'Europe de l'intérieur. Pas par le tourisme, mais par les gens qui la fabriquent. Et j'ai beaucoup témoigné de ça, j'écrivais dans la presse et pour la radio, et on me posait toujours la même question. Et cette question, c'était « Quand est-ce que tu as eu peur ? Et qu'est-ce qui était le plus dangereux ? Qu'est-ce qui vous est arrivé de pire ?» Quand ça se passait bien, ça n'intéressait pas du tout les gens. Et j'étais au regret de leur dire qu'il nous était arrivé pas grand-chose de vraiment dangereux. La seule fois où on a vraiment eu peur, c'était la dernière année, on faisait Athènes-Helsinki et on a été prise en bateau-stop. C'était la première fois, on était hyper contente. Un conducteur à une station-service nous a dit « Je vais là où vous voulez, mais si vous voulez, mes amis amènent mon yacht là-bas. » On se dit « Génial ! Faire du stop dans un yacht, on adorait l'idée. » Le yacht arrive, le yacht s'appelle Helsinki. On fait Athènes-Helsinki, moi j'y vois un signe extraordinaire. Tout se passe super bien, sauf qu'au milieu de la nuit, on est réveillé par une tempête monstrueuse. Il y a des vagues de 10 mètres. Moi, par le hublot de ma cabine, je vois sous l'eau, le ciel, sous l'eau, le ciel. Je monte et là, je vois le capitaine en panique totale. 40 ans de navigation, il n'avait jamais vu ça. C'était sur la mer Égée en plein été, il ne comprenait pas. L'arrière du bateau s'est décroché, il y avait un jet ski qui est parti à l'eau, il a voulu le sauver. On a lancé une sorte de manif intérieure pour le retenir, parce que sinon, c'est nous qui finirions comme le jet ski. Et finalement, ça s'est bien terminé, puisque je suis là. Au bout de 8 heures, on a réussi tant bien que mal à essayer de retourner au port. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que la seule chose dangereuse qui nous soit arrivée en 3 ans de stop, c'est là où on s'y attendait le moins, c'est-à-dire un yacht avec des milliardaires grecs. Si j'avais dit à mes parents que je partais en vacances avec eux, jamais ils se seraient inquiétés.
Sauf qu'on a l'impression qu'on peut prévoir le danger. C'est faux, on ne peut pas le prévoir. Moi, j'habite dans le 11e arrondissement à Paris, à 100 mètres du Bataclan, à 200 mètres de Charlie Hebdo, et jamais on pense qu'aller boire un café, aller voir un concert, c'est dangereux. Et pourtant, ça peut se passer n'importe où, ça pourrait se passer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on essaie toujours d'anticiper le danger, on est dans une paranoïa totale et on le laisse gagner. Du coup, je pense que la seule chose à faire, c'est de l'ignorer, parce qu'il n'y a pas de lieu sûr, et il n'y a pas d'activité sûre non plus. Parce que là, on parle de choses physiques, mais l'inconnu, c'est surtout quelque chose qu'on a à l'intérieur, c'est ce qui nous fait peur, parce que depuis qu'on est enfant, on a des sortes de vie en entonnoir. C'est-à-dire que, gamin, on s'autorise tout. Tous les enfants jouent, dessinent, dansent, essayent plein de trucs, font du sport. Et puis, plus tu vieillis, plus on te classe. Il y a les sportifs et les autres, il y a les créatifs et les autres, il y a les scientifiques, les littéraires. Et puis, on fait des études adéquates, qui ne sont pas forcément celles qui nous plaisent, mais celles dans lesquelles on est performant, dans lesquelles on est bon. On a une expérience professionnelle, et c'est hyper difficile de faire autre chose. Parce qu'on est dans un pays de spécialistes, et on n'aime pas trop inverser l'entonnoir, c'est-à-dire se redécouvrir des possibles. Moi, je pense que ne pas savoir faire des choses, c'est un énorme atout. Parce que c'est s'autoriser l'erreur, et l'erreur, c'est aussi s'autoriser la réussite. Je fais beaucoup d'ateliers en entreprise, de séminaires de créativité. Je fais jouer des gens qui n'ont pas souvent l'habitude de jouer. Et je demande aux gens, par exemple, de dessiner quelque chose. Et 50% des participants me répondent à chaque fois « je ne sais pas dessiner ». Je ne sais pas dessiner parce qu'à un moment, leur prof de dessin leur a dit « tu dessines par semblant » ou sa mère a dit « laisse tomber, tu débordes à côté ». Et du coup, au bout d'un moment, on ne s'autorise plus à le faire parce que la performance a remplacé le plaisir. Et moi, je vous encourage à aller vers les activités dans lesquelles vous débordez, les activités que vous ne faites pas bien dans les clous, parce que c'est une des clés essentielles de l'innovation. Il y a plein d'entreprises qui l'ont compris en développant ce qui s'appelle l'intrapreneuriat. On parlait de Google tout à l'heure, je ne veux pas en faire un mentor d'exception, mais en tout cas, ça a été un des précurseurs là-dedans. Ils ont proposé aux salariés qui le souhaitaient de dégager un pourcentage de leur temps de travail pour développer des innovations, pas forcément en lien avec leur domaine d'activité. Et ça, c'est prendre conscience que l'œil neuf, l'œil de l'enfant, l'œil du voyageur qui ne connaît pas l'endroit, s'étonne davantage, c'est-à-dire qu'il remet en question. Un gamin, il ne prend pas les choses pour acquises parce qu'il est en apprentissage constant. Il va vous demander pourquoi est-ce que quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça allume la lumière, pourquoi est-ce que le ciel il est de cette couleur. Et nous, on ne se pose plus ces questions parce qu'on a l'impression qu'on sait que c'est comme ça. On ne s'interroge plus. Et à mon avis, c'est un des principaux handicaps qu'on a pour créer, c'est qu'on a l'impression qu'on sait, on a l'impression qu'on se connaît. Moi, je suis une débutante constante parce que j'ai pas fait d'études de lettres et pourtant j'ai publié 3 bouquins. J'ai pas fait d'études de photos et pourtant j'expose et j'ai pas fait de musique et pourtant je fais des concerts, parfois mal. Si j'avais ma guitare, je vous aurais fait une très belle démo de comme je fais très mal les barrés. Mais si je me plante en concert, par exemple, parce que j'ai pas assez fait de gamme à la maison, je me dis que c'est pas grave. C'est pas grave parce que y a pas mort d'homme, quoi, parce que je suis debout, parce que c'est drôle, parce qu'on est des humains et qu'on a des faiblesses et qu'il n'y a aucune raison d'en avoir honte. C'est même ce qui fait qu'on est aimable, à mon avis. Puis même, si on se trompe, échouer, c'est toujours mieux se connaître. Et donc c'est toujours réussir davantage. J'ai une amie qui est venue me voir la dernière fois en pleurs, parce qu'elle avait l'impression d'un échec cuisant. Elle avait un gros poste dans le marketing, dans une boîte, mais elle rêvait depuis toujours d'être peintre. Moi, je la connais depuis 10 ans, et tous les week-ends, tous les soirs, elle fait des tableaux, et elle rêve du moment où elle aura du temps pour le faire toute la semaine. Et là, elle a bénéficié d'un plan de départ volontaire, super conditions, plus de peur matérielle, et elle s'est dit, génial, je vais enfin réaliser mon rêve, je vais être peintre. Sauf qu'elle s'est rendue compte très vite que quand elle n'avait pas d'obligation, quand elle n'avait pas de collègues, elle se sentait seule, qu'elle n'avait pas d'autodiscipline et qu'elle n'avait pas fait un tableau depuis ces 2 mois libres. Et du coup, elle me dit, donc j'ai envie de retrouver un boulot, j'ai envie de retrouver une vie sociale, je n'arrive pas à travailler toute seule, j'ai foiré. Je dis, mais t'as pas foiré. Maintenant, quand tu vas retrouver un boulot, tu le feras en connaissance de cause, tu le feras sans fantasmer une autre vie, tu sauras que ta place, elle est là et que toi, t'aimes peindre à côté, dans l'urgence, avec un équilibre que tu trouves ailleurs. Et en ça, c'est jamais un échec, parce que essayer, se planter, trébucher, recommencer, faire demi-tour, c'est une manière d'avancer, de mieux se connaître, sans se dire « je suis comme ça ». Parce qu'un de nos gros problèmes, je crois, c'est que plus on vieillit, plus on a l'impression qu'on se connaît. Et la petite case qui était autour de nous quand on était gamin, on la reconstruit petit à petit en s'interdisant des possibles. Jean Cocteau a dit que pour lui, le tact dans l'audace, c'était de savoir jusqu'où on pouvait aller trop loin. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est-à-dire d'aller plus loin que là où vous vous pensez capable d'aller aujourd'hui, d'inverser cet entonnoir des possibles et de vous dire que vous allez vous autoriser l'erreur. On a eu plein d'exemples aujourd'hui qui prouvent que l'erreur, c'est surtout la possibilité de réussir, parce que c'est une déviation qui nous emmène peut-être pas là où on l'avait prévu, mais sur un chemin finalement plus enrichissant.
Il n'y a pas longtemps, j'écrivais une pièce de théâtre pour un théâtre de l'Est sur la jeunesse européenne, et je travaillais avec des jeunes sur ce que c'est que devenir adulte. Et il y a une petite fille de 12 ans qui m'a répondu « Pour moi, un adulte, c'est un enfant qui a abandonné. » Elle s'appelle Elsa, je redonne à César ce qui lui appartient. Pour moi, c'est la plus belle définition que j'ai entendue de ce que peut être un adulte pour un enfant qui, du coup, le voit avec tristesse. Pour lui, être adulte, c'est forcément renoncer. Et bien, c'est tout ce que je nous souhaite aujourd'hui, c'est de s'autoriser à nouveau la curiosité, la légèreté, de s'autoriser à essayer, et à essayer dans des domaines dans lesquels on n'est pas bon, c'est-à-dire de remettre le plaisir au cœur des choses, et surtout d'aller voir cet inconnu. On est dans une période aujourd'hui où on a peur des autres, parce que tout est une potentielle menace. Et la tendance, ça peut être de se renfermer. Moi, je pense que la meilleure réponse à apporter, c'est au contraire d'ouvrir nos portes, et d'ouvrir nos portes à l'inconnu, mais aussi à l'inconnu en soi. Se dire que la plus grande aventure qu'on a encore à découvrir, c'est la nôtre. Je vous souhaite à tous de surtout penser à Elsa, et de ne pas être des enfants qui abandonnent. Je vous remercie beaucoup.